Et de son côté, Calédonie Ensemble organise une réunion d'information au Vallon d'Or. Réunion qui débutera ce soir à partir de 18h. Justement, l'invité de ce journal ce midi est le député Philippe Gomez, député de la 2e circonscription et leader de Calédonie Ensemble pour parler de cette 3e consultation interrogée par Elisabeth Noir. Philippe Gomez, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation à 4 jours maintenant du 3e référendum du 12 décembre. Une drôle de campagne avec ce mot d'ordre de non-participation des indépendantistes. Pour revenir aux origines, peut-être, qu'est-ce que vous pensez de ce mot d'ordre de non-participation? Qu'est-ce qui les a motivés? Quelles sont les vraies raisons? Je ne crois pas que ce soit une erreur, je crois que c'est une faute. C'est une faute politique parce que on sort d'un parcours de 33 ans qui a eu son lot de réussite, même s'il y a quelques imperfections, bien sûr. Ce parcours de 33 ans, il est dû à 2 hommes, on le dit souvent, mais c'est tellement dit d'ailleurs que ça finit par plus porter. Ce qui me tue, parce que il y a quand même 2 types dans ce pays, Chibaou et Lafleur, qui à un moment se sont serrés une main alors qu'il y avait du sang partout, quoi. Et c'est pour ça qu'on est là. Enfin, s'il n'y avait pas eu ce courage-là, on ne serait pas là. Il faut être clair. Mais on dit que beaucoup l'ont oublié aussi. Ça fait quand même longtemps. Oui, c'est vrai. Beaucoup l'ont oublié, mais vous savez, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir, disait un écrivain. Donc, il faut que le peuple calédonien garde la mémoire et que peut-être que ceux qui ont vécu tout ça la transmettent, parce qu'autrement, on va réécrire sur une page blanche. Or, la page du pays, elle est pas blanche. Elle est raturée. Il y a des livres entiers qui ont été écrits et ils n'ont pas toujours été écrits avec un stylo qui était marqué du bonheur du peuple. Donc voilà, il faut aujourd'hui faire cette campagne. Ils ont décidé de pas la faire un peu de manière précipitée. Moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'ils se sont laissés un peu embarquer, peut-être par quelques-uns plus turbulents chez eux que d'autres, et qu'à la sortie, ils se sont trouvés tout seuls dans la nasse. Mais ils se sont mis tout seuls dans cette nasse. Au total, aujourd'hui, on a un taux d'incidence inférieur à 50, on a 10 personnes en réanimation au lieu de 60, on a moins de 100 personnes hospitalisées, on a un taux de vaccination qui est le plus élevé de tout l'outre-mer, avec près de 80% de première dose et 75% de schéma vaccinal complet. Donc franchement, on a des conditions honorables pour faire le scrutin. Alors attention, c'est pas parce qu'on a des conditions honorables pour faire ce scrutin que c'est un succès. Aux dernières régionales, je le rappelle, en métropole, il y a moins de 6 mois, le taux de participation était de 25%. Aux dernières municipales, au 2e tour, le taux de participation est de 40%. Donc oui, une échéance démocratique avec un virus, c'est une échéance où la participation est nettement moindre, c'est évident. Alors ce mot d'ordre, est-ce qu'il va être suivi, selon vous, dans le monde indépendantiste? Et est-ce que les autres vont pouvoir, est-ce que la liberté de vote sera assurée pour ce scrutin? C'est quand même un petit peu compliqué, non? Il n'y a aucune liberté de vote. Le Calédonien d'origine kanak qui rentre dans un bulletin de vote, non, Philippe Gomez, qui rentre dans un bureau de vote pour mettre son bulletin dans l'urne le 12 décembre prochain, il sera identifié comme ayant un bulletin non sur le front. Et donc, bien évidemment, on a compris que dans les tribus, les bulletins non qu'on avait trouvés jusqu'alors lors des premiers et 2e référendums ne seront plus au rendez-vous. Que dans les communes indépendantistes, exception faite de ceux qui sont largement identifiés comme relais du mouvement de non-indépendantisme, mais pour tous les autres qui n'ont jamais affirmé clairement leur choix, ils vont éviter d'y aller. Moi, j'ai un exemple très concret, c'est une amie dont je donnerai pas le nom, qui est une dame avec laquelle on travaille de très longue date sur la tribu de 8 points à la fois, puisqu'on a fait une réunion lundi soir en tribu, et qui a toujours été avec nous, qui était aux dernières municipales avec nous, et là, qui m'a dit, alors que le bureau de vote est au village, elle m'a dit, là, Philippe, je suis désolé, mais j'ai peur d'aller, je vais pas pouvoir aller, comme pour s'excuser. Et on la comprend, ce que je veux dire, c'est que la pesanteur culturelle, coutumière et politique est telle que, bien évidemment, on va perdre des milliers de noms du fait du non-anonymat du vote. Et alors, l'autre risque aussi, c'est que est-ce que les électeurs du non vont se mobiliser? Est-ce que c'est le message que vous avez essayé de passer ces dernières semaines? Oui, on a essayé de le passer par tous les moyens, sur les réseaux, sur le terrain, dans les réunions en tribu, dans les quartiers, dans les vallées, mais c'est très compliqué. Vous avez une équipe qui a déclaré forfait et qui rentre pas sur le terrain. Et puis l'équipe qui est sur le terrain, on lui demande de jouer. Écoutez, elle n'est pas très motivée pour aller courir après le ballon. Donc, bien évidemment, il y a beaucoup de Calédoniens qui ont voté non en 2018 et en 2020, de toutes ethnies, de la brousse comme de la ville, qui le 12 décembre, considérant que le match est plié, auront d'autres choses à faire. Et malgré tous les efforts qu'on fait, je pense à l'ensemble des formations non indépendantistes qui participent à cette campagne électorale, on aura du mal à mobiliser, on a l'impression un peu de boxer dans le vide. La dynamique de campagne électorale qui se crée lorsqu'on a des sparring partners avec lesquels on échange
Et bien sûr, une dynamique qui aujourd'hui est inexistante. Quoi qu'il arrive, donc la participation sera évidemment l'un des marqueurs de ce scrutin. Mais quoi qu'il arrive, ça a été dit plusieurs fois, la légitimité, enfin la validité juridique de ce scrutin ne sera pas remise en cause. Le troisième référendum aura eu lieu. Alors moi, je suis pas d'accord pour dire avec vous, Elisabeth Nord, que la validité juridique ne sera pas remise en cause. La validité juridique est politique. Il faut surtout pas rentrer dans le jeu du FLNKS, qui nous explique que puisque le peuple autochtone qui a demandé le droit à l'autodétermination ne participe pas au vote, le scrutin n'est pas légitime politiquement. Non. Le scrutin est d'abord légitime juridiquement, vous venez de le dire, puisqu'il n'y a pas de niveau de participation minimum requis pour que les résultats soient valables. Donc ça, c'est un premier fait. Et puis il y a un fait politique, c'est qu'à la sortie, c'est pas un scrutin qui est jugé, c'est une séquence. C'est la séquence référendaire. C'est 3 référendums qui ont vocation à être analysés. Or, les 2 premiers se sont déroulés dans des conditions particulièrement positives et se sont conclus par des non. Et le dernier, faute de l'équipe sur le terrain, se conclura également par un non. Ensuite, ce référendum, ils l'ont demandé. Ils pouvaient retirer leur demande. Pourquoi ils n'ont pas retiré leur demande si vraiment ils n'en veulent pas de ce référendum? Si vraiment la date du 12, ça leur convient pas? C'est eux qui, dès avril 2021, ont déposé la demande auprès de l'État et l'État doit, de droit, l'organiser. Pourquoi ils l'ont fait? Parce qu'en avril 2021, ils se bouffaient le foie pour la présidence du gouvernement. Donc c'est une manière d'affirmer l'unité en continuant à se battre pour présider le gouvernement. Donc, le référendum a été demandé par eux 1, il est prévu par l'accord de Nouméa 2, il est organisé dans des conditions identiques aux 2 précédents 3. Ils ont pris la responsabilité, c'est pas celle de l'État, c'est pas celle des non-indépendantistes, c'est la leur. Ils ont pris la responsabilité de ne pas y participer et ils doivent l'assumer. Et il y a aujourd'hui, je le vois bien dans mes tournées, une part d'incompréhension de la part d'une jeunesse kanak qui comprend pas pourquoi, au total, cette 3e échéance présentée comme majeure, elle n'y participe pas. En outre, dernière chose, le FLNKS devait faire une tournée d'information, il l'a pas faite. Ce que je veux dire, c'est que j'ai vu partout des gens à Yanguen, à Pointe-Dimé, à Pont-Riouin, qui attendent toujours la fameuse tournée d'information pour expliquer pourquoi on participe pas. Donc voilà. Alors vous-même, comment est-ce que vous avez mené cette campagne? Drôle de campagne, vous le disiez, pas d'adversaire en face, etc. Campagne marquée également par la crise sanitaire, ça a rendu les choses un peu compliquées, non? Vous avez pu aller sur le terrain quand même? C'est pas qu'un peu compliqué. On revient de plusieurs réunions à Pointe-Dimier la semaine dernière, à Koné, à Koumak, où on a réuni nos amis, à Temala, chez Glenn Bernanos. Hier soir, j'étais à Bourail, à la Nera. Avant-hier soir, on était à la tribu de Watom. Ce soir, on sera au Mont d'Or et à la fois jeudi soir à Boulou-Paris. Donc non, on a tourné, mais soyons sérieux. Enfin, on va pas faire prendre des vessies pour des lanternes, selon l'expression consacrée. Une campagne avec des conditions sanitaires telles que celles qu'on a aujourd'hui, c'est une vraie fausse campagne. Enfin, quand on fait des réunions où on doit faire attention à pas être plus de 30, quand on croise les gens avec des masques partout, on évite de se toucher la main. Et puis franchement, les Calédoniens, je vais vous dire, ils n'ont pas le goût de la campagne en ce moment. D'habitude, ils sont au contraire très engagés dans les campagnes électorales, quelle que soit d'ailleurs leur sensibilité politique. Et là, moi, je les sens, au travers de ces tournées qu'on a faites, un peu désengagés par rapport au niveau d'engagement actuel. Et je crois qu'on peut pas leur en vouloir, parce que c'est vrai que le contexte, pas d'équipe, le virus et le reste, ça conduit cette campagne à être totalement différente, totalement atypique par rapport à celle qu'on a l'habitude de vivre. Ceux que vous rencontrez quand même, puisqu'il y en a qui sont venus, j'imagine, dans ces réunions, puis vous avez fait des Facebook Live, etc. C'est quoi leurs préoccupations essentielles aujourd'hui? C'est quoi les questions qu'ils vous posent? Plus personne ne pose de questions sur les conséquences du oui, Elisabeth Nord. Le oui a disparu du spectre du débat. C'est pour ça que tous ceux qui s'acharnent à expliquer pourquoi le oui c'est pas bon ont aujourd'hui quelques difficultés. Parce que le sujet pour les Calédoniens, c'est pas ça. C'est comment on fait après. Aujourd'hui, c'est comment on fait après. Il y a 2 sujets aujourd'hui. Comment on fait après, comment on dialogue, comment on crée un statut, comment on retrouve de la sérénité, comment on évite les référendums encore pour ou contre l'indépendance, parce qu'on en a marre de vivre avec ça. Ça, c'est le premier sujet. Et puis le deuxième sujet, c'est la vie quotidienne. Et ça, elle est jamais sortie du champ, mais je crois qu'elle est devenue de plus en plus prégnante. Parce que l'économie va mal, parce que l'essence augmente de 11 francs, parce que le quotidien des Calédoniens devient de plus en plus compliqué, eu égard au contexte politique dans lequel il s'inscrit, qui est un contexte politique d'incertitude et de référendum à répétition. Pour rester dans les campagnes, il avait été envisagé après deux référendums où les campagnes avaient été faites séparément par les partisans du non à l'indépendance. Il devait y avoir des campagnes communes. Il y a eu au moins un meeting commun à Koné. Avec une partie des voix du non? D'abord, il y a eu une chose qui ne nous a pas échappé, parce que je connais votre acuité politique aguerrie après 35 années de radio. 37 même. Pardonnez-moi. Ah, oui, à 85, le temps passe. Cette erreur magistrale. Mais les années, elles comptent. On s'est d'abord épargné. Commencez par ça.
Les précédentes campagnes, celles de 2018 et de 2020, étaient des campagnes où les tenants du non ne se sont pas épargnés. Je me souviens qu'en 2018 notamment, lorsqu'il y avait un groupe de dialogue qui est maintenant redevenu à la mode, mais à l'époque il l'était moins, qui a été boycotté et ce qui a causé pas mal de difficultés. Donc on s'est d'abord épargné, c'est-à-dire on n'a pas dit les uns et les autres ce qu'on pensait du non qui correspond pas à notre sensibilité le cas échéant. Donc ça c'est déjà quelque chose de positif, je crois. D'éviter de se critiquer entre tenants du non, puisque à la sortie, même si les centres de gravité sont différents, on l'a compris, le bulletin c'est toujours 3 lettres non, et donc il a le même poids dans l'urne. Donc ça c'est la première chose qui est positive. La deuxième chose qui est positive, c'est que on a pu publier ensemble une tribune dans le Monde, qui a été publiée dans le Monde, où nous sommes tous signataires sur une base qui peut être considérée comme une base partagée. Autrement, je pense que ceux qui l'ont signé ne l'auraient pas signé. Donc ça, c'est aussi important. C'est-à-dire que pour nous, à Calédonie Ensemble, qui défendons l'idée qu'on va tresser une natte du oui et du non après le référendum avec les indépendantistes pour essayer de construire quelque chose qui soit stable et qui nous libère des référendums sur l'indépendance, on considère aussi que le préalable à cette natte, c'est qu'on arrive entre tenants du non à tisser les fils entre nous. Est-ce qu'on peut arrêter une trame commune entre nous, une trame sur laquelle on pourra ensuite se baser pour aller voir les indépendantistes et l'État, pour aller discuter, pour aller négocier. Ça, c'est quelque chose d'important. On voit que les positions sont pas exactement sur les mêmes longueurs d'onde, et donc c'est un travail qu'on doit effectuer. Si le dialogue s'engage pas tout de suite avec les indépendantistes, qui sera probablement le cas, il y a un temps de digestion politique qui me paraît indispensable. Après cette non-participation, il faudra qu'ensuite, qu'entre tenants du non, on essaye de voir les équilibres qu'on peut trouver entre nous. C'est important. Et vous y croyez ? Vous y croyez ? Parce qu'on sait que c'est recherché depuis très longtemps. Il y a eu une unité du camp loyaliste, ça remonte quand même à très très longtemps. Est-ce que vous allez être capable demain, pensez-vous, de faire un front commun un front commun d'être unis pour parler à l'État et aux indépendantistes ? Ou est-ce que chacun va vouloir jouer sa petite musique quand même ? Non, mais chacun va jouer sa petite musique de toute façon, parce que chacun a sa trajectoire, son histoire et sa sensibilité, et par rapport au pays, par rapport au monde, par rapport aux indépendantistes et par rapport à l'avenir. Donc c'est sûr qu'on va pas, autrement il n'y aurait pas tous ces partis, il n'y a pas que des ambitions individuelles, il y a aussi des sensibilités politiques qui sont aussi différentes. Bon, je suis pas sûr qu'il y ait autant de sensibilités que de partis, pour être tout à fait honnête, à mon avis, il y en a quelques-uns qui pourraient se regrouper sans que ça pose de difficultés particulières, puisqu'ils ont le même ADN. Mais bon. Mais pour autant, si on tente pas de le faire, on va aller comment dans ces discussions ? On va aller dans ces discussions en ordre dispersé, les uns et les autres défendant des choses parfois totalement opposées sur l'avenir du pays. Donc là, on est sûr d'échouer. Enfin, ce que je veux dire, c'est que si l'objectif, c'est de conduire la Nouvelle-Calédonie à avoir une organisation politique, nous on a parlé d'identité politique, une identité politique suffisamment forte pour que les indépendantistes abandonnent l'exercice du droit à l'autodétermination en considérant que ce nouveau statut est la phase ultime de la décolonisation, comme le prévoit l'ONU dans sa 4e résolution de 1970, où il dit que la sortie de la décolonisation, au-delà de l'indépendance, de l'État associé ou de l'intégration dans l'autorité de tutelle, ça peut être aussi tout statut, je cite, librement décidé et approuvé par les populations concernées. Donc, est-ce qu'on peut arriver à cette solution-là collectivement avec les indépendantistes, c'est-à-dire qu'on leur apporte la part de souveraineté à laquelle ils aspirent, sans que ça soit la souveraineté pleine et entière, ni un État, puisque de toute façon, les Calédoniens sont majoritairement opposés à ça, mais il faut essayer de nourrir cette part de souveraineté, mais en même temps, bien évidemment, pour les tenants du non, garantir la protection de la France à laquelle ils aspirent, et pas se retrouver dans la situation de Nouvelle-Calédonie État, noix de coco, balayée par les vagues et le vent sur l'océan Pacifique, et le cas échéant, capté par un bateau de pêche chinois. Donc là, ça serait pas une très bonne chose pour l'avenir de notre pays. Donc c'est ça qu'on doit arriver à faire entre nous, et essayer de le faire. On peut autrement arriver, c'est à mon avis ça le véritable challenge du référendum de projet. Si on arrive à ça, c'est-à-dire si on passe des consensus transitoires de Matignon et de Nouméa à un consensus définitif, on pourra être fiers de nous, fiers collectivement, indépendantistes, non indépendantistes, calédoniens. Par contre, si on fait un nouveau statut, Xème statut, avec encore des référendums sur l'indépendance qui doivent être déclenchés dans tel délai, selon telle modalité, on va garder une épée de Damoclès au-dessus de nous. On va garder une incertitude au-dessus de nous, avec les conséquences qui en résultent, c'est-à-dire non seulement une dégradation économique qu'on vit déjà, et qui va s'accélérer, mais également des tensions sociales et politiques. Donc, ça sera un pis-aller. Pour nous, c'est pas l'objectif qu'on se fixe. Pour arriver à tout ça, le troisième référendum met un terme à l'accord de Nouméa. Je crois que tout le monde est à peu près d'accord, même si
le monde n'aura pas changé forcément le 13 décembre au matin. Comment ça se passe après? Alors, il avait été prévu une période de transition de 18 mois. Est-ce que vous vous inscrivez dedans ou est-ce que vous pensez qu'il faut bousculer les choses, aller tout de suite à la discussion et comment? Est-ce que c'est des bilatérales? Est-ce que c'est bilatéral entre partenaires locaux? Est-ce que c'est les 3 partenaires d'un seul coup? Et est-ce que les indépendantistes vont vouloir jouer le jeu? Nous, on a toujours été opposés à Calédonie Ensemble au bilatéral. On a considéré qu'une bilatérale, ça creuse les fossés et ça conjugue pas les avenirs. Donc si on laisse les indépendantistes en bilatéral avec l'État, on va se retrouver dans une situation où à la sortie, on risque d'avoir du mal à trouver des équilibres entre indépendantistes et non-indépendantistes. Donc même si l'exercice est plus compliqué, incontestablement, je crois que les 3 autour de la table, c'est la formule adéquate. Ça nécessite préalablement des échanges, je l'ai dit, d'abord entre les indépendantistes eux-mêmes, parce que entre nous, la ligne défendue par l'Union calédonienne, le PALICA et le Parti travailliste, c'est 3 lignes différentes, on les a déjà dit. Donc ils ont fait une vitrine commune, mais une fois que tu rentres dans la boutique, t'as pas les mêmes produits. Donc il faut quand même qu'ils éclaircissent aussi entre eux le projet véritable qu'ils portent, qu'ils trouvent aussi entre eux les équilibres nécessaires. Il faut qu'on fasse la même chose de notre côté en ce qui concerne les tenants du non. Ils vous font un peu le même reproche. Oui, non, mais ils ont raison de le faire. Non, mais on va pas nier que les tenants du non ne sont pas sur les mêmes lignes. Enfin bon, il faut être honnête. Donc oui, ils ont raison de le faire. Mais si tout le monde va en ordre dispersé dans l'affaire, je vois pas comment on arrive à jouer le même match à la sortie et comment on arrive à sortir un résultat qui soit satisfaisant pour les Calédoniens. Donc on a d'abord des efforts à faire dans chacun de nos camps, entre guillemets, entre chaque sensibilité pour trouver les compromis et les équilibres nécessaires avant de se retrouver avec l'État pour essayer de bâtir quelque chose en commun. La période telle qu'elle est fixée par l'État, c'est un référendum de projet en juin 2023. En réalité, les choses sont un peu plus compliquées. Il y a la fin de l'accord de Nouméa, c'est mai 2024. C'est le terme du dernier mandat, c'est là où l'accord de Nouméa devient caduc. Donc il y a bien sûr la nécessité d'un accord entre formation politique et l'État. Ça, c'est un préalable. Et ensuite, la nécessité de modifier la Constitution de la République. Léger détail. Donc ça, il va falloir quand même réunir le Congrès de Versailles, tous les députés, tous les sénateurs, la majorité des 3/5. Je le dis parce que pour qu'il y ait un consensus national sur la question calédonienne, il faut au préalable un consensus local. On n'aura pas de consensus national pour une modification de la Constitution si on n'a pas de consensus local. Donc on a notre responsabilité locale, mais en réalité elle va plus loin que les limites de notre récif. Donc accord entre formations politiques, modification de la Constitution ensuite, un référendum de projet sur la modification de la Constitution, donc ça c'est la séquence, donc ça demande quand même plusieurs mois, ça se fait pas un référendum et une modification de la Constitution comme on boit un verre au bar, c'est un peu plus compliqué, il y a quelques délais, quelques formalités à respecter, et ensuite, élection organisée sur la base des nouvelles institutions. Donc on a une séquence qui nécessite un accord, à mon sens, pour rester dans les délais, qui doit être en juin 2023, au moins un accord entre les formations politiques en juin 2023, avant le déclenchement de l'intendance juridico-constitutionnelle et populaire pour finaliser cette nouvelle organisation. Toute une période de recherche institutionnelle, malgré tout, encore une fois. Les Calédoniens en ont un peu assez, et pendant ce temps-là, on traite peut-être pas, ou en tout cas pas suffisamment, les problèmes du quotidien. On va pouvoir tenir comme ça encore dans le temps, pendant 18 mois, sans s'attaquer aux vrais problèmes de la société, de l'économie calédonienne. Écoutez, je crois que on ne peut pas rester en stand-by une année de plus. Je ne veux pas faire de polémique ici, mais on est resté en stand-by depuis un petit moment déjà. Aucune réforme budgétaire ou fiscale ou sur les comptes sociaux n'a été menée. Et donc, à la sortie, les trous sont accumulés. Alors, comment on a bouché les trous? C'est-à-dire, comment ça se fait qu'on est encore debout et vivant pour les collectivités calédoniennes et pour la CAFAT? Pour une seule raison, on a emprunté 50 milliards. 50, 28 gouvernements Santa auxquels vont se rajouter les 22 du gouvernement Mapou. Donc, on a emprunté 50 milliards. Je rappelle que chaque année, la Nouvelle-Calédonie emprunte en moyenne, jusqu'en 2019, 5 milliards. Donc, on a emprunté l'équivalent de ce qu'on emprunte en 10 ans. C'est pas une rustine, comme j'ai entendu dire. C'est un nouveau pneu qu'on a mis, un pneu à crédit. On l'a pas payé, celui-là. On va le payer dans les années à venir. Donc ça, c'est la première chose pour qu'on est resté debout. Et on est resté debout également parce qu'on a eu 15 milliards de francs CFP de subventions de l'État, sèches, celle-là, non remboursables, celle-là, pour prendre en charge nos dépenses sanitaires. Donc voilà pourquoi on est encore debout. Mais en 2022, si rien n'est fait par le gouvernement, si des initiatives ne sont pas prises pour réformer la fiscalité 1 et mettre en œuvre les recommandations de l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sanitaires et Sociales, sur les comptes sociaux 2, à partir de ce moment-là, vous coulez. D'ailleurs, vous savez, le Titanic, il coulait et l'orchestre continue à jouer. Donc on peut continuer à entendre l'orchestre jouer, mais à la sortie, si rien n'est fait, on va couler. Donc voilà, maintenant on attend ce que le gouvernement Mapou
va nous proposer. J'ai vu quelques lignes dans la déclaration de politique générale, mais j'ai pas vu le plan d'ensemble auquel j'aspirais, notamment en ce qui concerne les comptes sociaux. Voilà. En attendant le 12 décembre, les Calédoniens sont donc appelés à participer à ce troisième référendum. Est-ce que vous avez des craintes concernant l'ordre public, l'apaisement, ou est-ce que vous pensez que les choses vont se dérouler au moins dans le calme ? Je pense que les choses se dérouleront dans le calme. Je vais vous donner une petite anecdote. Quand on a collé nos affiches dans les tribus de Yingen et de Pueblo, il se trouve que des panneaux d'affichage n'étaient pas installés pour 2 tribus à Pueblo et pour 5 à Yingen. Et donc, on est allé à la mairie, on a dit, attendez, c'est la loi, il faut des panneaux d'affichage, ils ne sont pas là. Et donc, les maires nous ont reçus très aimablement, le maire de Pueblo comme le maire de Yingen, et nous ont dit qu'ils s'excusaient d'abord, parce qu'il y a eu des précipitations, qu'ils n'avaient pas pu, avec les services techniques, implanter les panneaux dans toutes les tribus. Dans les autres, ils y étaient, mais dans ces tribus-là, ils n'y étaient pas. Et puis qu'ils se proposaient, avec leurs services techniques, d'installer les panneaux rapidement et de coller nos affiches. Alors, je leur ai dit 2 choses. Première chose, c'est qu'il fallait qu'ils fassent une photo et qu'ils me l'envoient quand même, de façon à ce que je sois sûr que la mission qu'ils s'auto-infligeaient allait être menée. Parce que pour un maire indépendantiste, aller coller une affiche sur le nom, c'est quand même moyen. Et puis, deuxième chose, qui se méfie, parce que peut-être on allait les prendre pour des militants de Calédonie Ensemble, je suis pas sûr que ça me serve. Donc voilà. Vous avez reçu les photos ? Non, pas encore. Vérifiez quand même votre message aux Calédoniens dans les jours qui viennent. Ça va être de les appeler à participer et de voter non, évidemment. Participer, l'affaire est pliée, c'est probablement vrai, mais ça ne veut pas dire que vous ne devez pas être au rendez-vous de l'histoire de ce pays. C'est en réalité pas un 3e référendum, mais c'est le terme de 33 années d'histoire qui ont été écrites à partir de 1988. Donc il faut que vous soyez au rendez-vous de cette histoire. On a toujours parlé de rendez-vous historique, mais s'il y a un rendez-vous historique, c'est celui-là, c'est le dernier de l'accord de Nouméa. 2, soyez sereins, constructifs. Le 12, c'est juste un dimanche en plus dans notre vie. Et puis il y aura un 13 où on va essayer collectivement de réécrire ou de continuer à écrire l'avenir du pays. On a mis en bas de notre petite fille avec le ballon et le cœur et le soleil et la flèche fêtière, là, on a mis « il y a toujours de l'espoir ». Voilà, il y a toujours de l'espoir. Il faut pas. Je sens parfois les Calédoniens un peu désespérés ou un peu dépressifs ou un peu agacés ou un peu énervés ou un peu en colère par rapport à la situation politique et économique du pays. Je sens qu'ils en veulent aussi à leur classe politique de manière générale, pas les uns ou les autres, de façon plus générale. Je crois qu'il faut faire attention à ça aussi parce que un peuple qui rejette globalement toute sa classe politique, à la sortie, ça donne pas toujours des trajectoires très positives pour un pays. Donc voilà, il faut aussi faire attention à ça. Il faut que nous aussi on fasse des efforts. Je m'inclus là-dedans, bien sûr, comme tout le monde, pour nous hisser à la hauteur des enjeux. On l'a pas toujours été dans le temps. Je rejette la faute ni sur les uns ni sur les autres. Je prends ma part de responsabilité dans cette histoire. Mais je crois que demain, il faut qu'on arrive à l'être. Philippe Gomès, merci d'accepter notre invitation ce midi. Merci beaucoup pour votre invitation.